à tous, la SVF réédite l'un des concerts les plus mythiques de Furtwängler, celui donné à Paris, au Palais Garnier, le 4 mai 1954. Le programme réunit certains des chevaux de bataille de Furtwängler. La cinquième de Beethoven, évidemment, l'inachevé de Schubert, les variations sur un thème de Haydn de Brahms, et puis, chose plus rare, l'ouverture d'Orient de Weber. Ce concert, c'est surtout la seule trace sonore qui nous soit parvenue de Furtwängler dirigeant en France. C'est ainsi l'occasion pour nous de revenir bien sûr sur les particularités de ce concert et du contexte qui l'entoure en 1954, mais également sur cette relation singulière que Furtwängler entretint toute sa vie durant avec Paris et avec la France. Je suis donc avec Félix Mathuséchez, président de la société. Bonjour Félix. Oh, Et avec Stéphane Topakian, adhérent de longue date et une nouvelle fois directeur de cette publication. Bonjour Stéphane. bonsoir. Bonsoir, oui. Mais dans un premier temps, est-ce que Stéphane, vous pourriez nous éclairer sur le contexte précis de cette tournée singulière de mai 1954? Alors, cette tournée de Furtwängler en France, c'est un peu tardif. Faut pas croire que ça n'a pas commencé si tôt que ça. C'est seulement en 28 qu'il est venu à Paris avec son Philharmonique de Berlin. Et presque chaque année, il est venu. Il y a eu bien sûr l'interruption de la guerre. Et puis, en 1950, il refait des tournées avec le Philharmonique de Berlin. Et aussi, mais moins souvent avec le Philharmonique de Vienne. Et la tournée en France, ça appartient aux tournées de printemps. C'est-à-dire tous les printemps, pendant presque un mois, le Philharmonique part. Alors, la tournée de printemps, c'est plutôt les pays latins, donc enfin, la France, l'Italie, voilà, la Suisse, alors que la tournée d'hiver, c'est plutôt les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc, il faut vraiment être très content parce que quand il vient avec ses philharmoniques, ses philharmoniqueurs à Paris, il faut savoir qu'il donne généralement deux concerts espacés d'un jour. On peut penser que ce jour-là, les musiciens en profitent pour partir en goguette dans la capitale, surtout qu'on est au printemps, où tout va bien. Donc, cette année-là, pareil, il vient en France pour deux concerts qu'il donne, comme d'habitude, c'est le cas depuis vraiment le début des années 30, qu'il donne à l'Opéra de Paris. Pourquoi? Parce que c'est prestigieux, parce que ça, il y a beaucoup de place. Il y en a à Pleyel, mais Pleyel, c'est pas très agréable. Le théâtre des Champs-Élysées est plus petit, donc les concerts ont lieu à l'Opéra. Il faut savoir que c'est plein à chaque fois, bien évidemment. Et Félix, il me semble que tu voulais revenir également sur cette histoire singulière qui s'est tissée entre Furtwängler et la France, et en particulier entre Furtwängler et Paris. Oui, parce que, comme on vient d'être rappelé, Fusang est venu plusieurs fois en France, entre 1928 jusqu'à 1938, grosso modo. Après, il y a eu une interruption pour les Parce qu'il raisons refusait de diriger dans les pays que l'on occupés, on connaît. sait. Mais si on regarde tous les programmes que Fusang a redonnés avant la guerre, c'est assez impressionnant et intéressant. On peut comprendre qu'à l'époque, on n'enregistrait pas trop ce type de concerts. Après 1948, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu une initiative pour enregistrer plus ces concerts-là. Quand on pense qu'il y a eu un double de Brahms avec Joseph Sigeti au violon et Pierre Fournier au violoncelle, on aurait bien voulu avoir une trace sonore de ça parce que c'est vraiment très, très, très dommage parce que c'était des solistes avec lesquels, bon, on n'a pas de traces sonores, avec Pierre Fournier un tout petit peu, mais ça Peu aurait dans Schumann, oui. été très intéressant, surtout que ce sont des concerts qui ont été faits en 1952, je crois, donc on avait les moyens. Bon, on ne va pas se lamenter éternellement. Et comme tu l'as bien rappelé, la seule trace sonore qu'on a des footballers en France, c'est les concerts Du 4 mai de mai 1954. 1954. Ce concert, je crois qu'il est très important. Bon, c'est la dernière fois que le public parisien verra Furtwängler sur scène. Le programme, on dirait, c'est presque un testament musical de la part des Furtwängler, sont des œuvres qui sont très, très, très liées à lui, en dehors d'Orient, qu'il a moins dirigé. Ce qui est intéressant à remarquer,
Et pour deux de ces œuvres, c'est la dernière version que nous on conserve des Furtwängler. Ce sont les variations sur un thème de Haydn et l'inachevé. Donc, c'est la dernière mouture de ces œuvres-là qu'il faudrait que nous donne. Je vais entrer un peu plus en détail après. Et bon, il y a Euryanthe, une œuvre qui va donner un peu plus tard à Turin. C'est intéressant de comparer les deux versions. Autant la version parisienne est très grandiose, solennelle, en Italie, beaucoup, un peu plus nerveuse. Et il avait enregistré un peu plus tôt, quelques années plus tôt, avec la Philharmonie de Vienne. Beaucoup plus sage en général pour les orchestres studio. Donc, c'est un concert où je suis personnellement très attaché. Donc, cette Euryanthe, peut-être, c'est la perle rare de ces concerts. En ce qui concerne les variations, je- si je ne me trompe pas, on conserve 12 versions de cette œuvre-là. Et je Oui, oui, dois oui, c'est une des œuvres penser qu'il a le plus enregistrées, oui. que les Ouais. variations ont été presque composées pour Furtwängler. Tellement toutes ces versions sont réussies. On peut préférer l'une par rapport à l'autre, mais il est toujours au sommet de l'interprétation dans cette œuvre. Donc, ce n'est pas une version de plus, c'est la dernière mouture que Furtwängler va nous donner, et c'est le côté monumental de cette interprétation. Pour l'inachevé, là, on en parlera tout à l'heure par rapport à la prise de son, les basses qu'on entend, les pits, c'est complètement incroyable. Ce début, ça sort des profondeurs, on dirait presque les préludes de l'or Durand, non? Ça monte peu à peu. Donc ça, c'est la dernière vision de Furtwängler de cette œuvre-là qu'il a dirigée aussi plusieurs fois. Beaucoup dirigé, oui. Par rapport à la cinquième, oui, c'est vrai, on peut discuter et sur cette interprétation. C'est vrai que quelques jours plus tard, il va le redonner à Berlin avec la grande version que nous on connaît, qui est peut-être la version la plus monumentale qui soit de cette œuvre. Je pense que quelquefois on est un peu injuste avec cette interprétation à Paris. Il est un peu dans l'ombre par rapport à celle de la guerre ou celle de 1937 ou même par rapport à celle de 1947. Mais sans attendre la perfection complète qu'il aura quelques jours plus tard, ce n'est pas une version à oublier, entre guillemets. Les cuivres sont, pardon, sont magnifiques. Il y a un Furtwängler que je trouve assez survolté quand même, hein. Ce n'est pas un Furtwängler qu'on s'attend à cette époque-là, à quelques mois de sa mort. Et je trouve que c'est une version qui il a une grande jeunesse. Il y a quelques petits ratés pendant l'exécution, mais ça reste un grand moment de musique. Je trouve que c'est très intéressant d'écouter ces concerts dans toute sa longueur parce qu'il y a une ambiance et on sent dans les applaudissements du public, la salle devait être complètement électrisée, hein. Les applaudissements, c'est à n'en plus finir, mais on sent, personnellement, je suis très ému quand j'écoute ces concerts-là, parce qu'il y a une force, une vitalité, et il faut se mettre toujours dans la tête que, bon, il n'avait plus qu'un peu plus de 6 mois à vivre. Donc, pour moi, c'est un grand témoignage de l'art des Furtwängler. Voilà ce que vais vous dire sur ces concerts. Un public qui d'ailleurs, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut... C'est vraiment très intéressant, c'est une expérience à part d'écouter ce concert d'un bout à l'autre, en se mettant dans l'ambiance, en écoutant euh, d'abord le public.
on entend entre les mouvements, le public aussi, la ferveur des applaudissements. Je suis tout à fait d'accord. Un public parisien que Furtwängler n'a pas connu durant une assez longue période, puisqu'à partir de 1938, il ne revient plus à Paris, il ne dirigeait pas dans les pays occupés. Et en revanche, je ne crois pas me tromper si je dis qu'il ne revient pas à Paris avant 1948. Pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi ce retour était si tardif au fond? Tardif, non, il faut savoir quand même qu'il y a l'immédiat d'après-guerre. D'abord, Furtwängler, il faut pas oublier, a quelques problèmes en Oui, Allemagne. oui, bien sûr. C'est seulement à la fin de 1946 qu'il est, entre guillemets, dénazifié. Il donne ses premiers concerts, Italie, Allemagne, enfin, bon, il se réimpose sur la scène à partir du printemps 1947. Et donc, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a pu envisager de l'inviter en France. Et ça a été le cas très vite, puisque Menuhin raconte, lorsqu'il est apparu en France, c'était, je crois, avant, fin 45, l'automne 45, avec les forces américaines, il a interrogé les musiciens français, il a dit, écoutez, il faudra bien un jour reconstruire, faire quelque chose. Quel est le musicien qui pourrait le plus facilement, allemand, qui pourrait le plus facilement revenir en France, notamment à Paris? Et ça a été unanime. Il dit, mais Furtwängler peut revenir quand il veut. Donc, il a été invité par la Société des concerts du Conservatoire pour 2 concerts dès 1948. C'était le premier pays, à part l'Italie, mais l'Italie faisait partie des forces de l'Axe, mais c'était le premier pays, entre guillemets, occupé, libéré, à accueillir Furtwängler, avant même l'Angleterre. Donc il revient en France en 1948, il y revient en 1949, et c'est là qu'on peut envisager à ce qu'un orchestre allemand, on n'est quand même que 5 ans après la fin des hostilités, c'est seulement en 1950 qu'on dit, bon, ben, ça y est, allez maintenant, la page est tournée, on construit l'Europe, donc les Allemands peuvent revenir, et ça va être le cas du Philharmonique donc de Berlin. Vienne est venu en 49 déjà, mais Berlin, donc c'est en 1950. Et puis, il va diriger aussi l'orchestre de la RTF, le national, mais ça sera en 54, très peu de temps avant sa mort. Vous disiez tout à l'heure, enfin, Félix nous disait, c'est dommage, il n'y a pas d'enregistrement, et c'est vrai. Il faut savoir quand même qu'il y a eu des captations, enfin Oui, des c'était transmissions. retransmis à la radio. Bien sûr, dès les années 30, il y a eu des concerts retransmis, soit pas des concerts en France, mais même des concerts depuis Berlin ou depuis, je ne sais, de Bayreuth notamment. La grande retransmission qui fait date, faut le savoir, au niveau mondial, c'est Tristan en 1931. Je crois qu'il y avait 200 radios dans le monde, n'est-ce pas? On ne trouve l'équivalent qu'avec le couronnement d'Élisabeth II en 1953 en Eurovision en télévisé. Donc, Furtwängler était quand même connu en France avec ses retransmissions. Mais, bah, écoutez, il faut savoir qu'on retransmettait, on n'enregistrait pas beaucoup. Dans les années. Et puis, Furtwängler euh, n'a pas forcément accepté qu'on conserve. Le concert de 54 avec l'orchestre de la RTF, je ne crois pas que c'était un concert exceptionnel. Et je pense que Furtwängler n'a pas souhaité qu'il soit conservé. Donc, on a en effet que ce concert de 1954, mais, et là aussi pour embrayer avec ce que disait Félix tout à l'heure, c'est un concert qui, du point de vue de la prise de son, est exceptionnel. Parce que ça nous vaut des détails, je pense en particulier, et je pense que Félix sera d'accord avec moi, ça nous vaut des détails dans l'orchestration des variations qu'on a dans aucun autre enregistrement. Et même une présence, par exemple, aussi des bois qui chantent comme jamais ils ont chanté dans l'inachevé. Voilà. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, on a des phrasés, on a une finesse dans les phrasés, dans la texture orchestrale qu'on n'a pas ailleurs. Et ça, merci Radio France, enfin, RTF, parce qu'on n'a pas ça ailleurs, hein. Voilà. Alors, oui, c'est dommage, on pourra toujours regretter de ne pas avoir d'autres choses, mais écoutez, c'est comme ça.
Maintenant, parlons peut-être un peu plus du programme. Félix est déjà un peu revenu dessus. On a cette inachevée qui est une des plus belles, si ce n'est à mon goût, en tout cas peut-être la plus belle que je n'ai jamais entendue par Furtwängler, avec effectivement des détails, un chant, en même temps une profondeur, notamment dans les cordes, mais un chant, un lyrisme exceptionnel. Les variations sur un thème de Haydn qui ont une remarquable continuité et, comme vous le soulignez, il y a une quantité de détails astronomiques. La cinquième de Beethoven, mais je souhaitais vous demander à tous les deux, est-ce qu'il y a une pièce qui, dans le programme, dans le concert, retient particulièrement votre attention? Et je ne crois pas me tromper, Félix, si tu penses en premier lieu à cette ouverture d'Oriente. Parfaitement. Pour moi, comme je dit tout à l'heure, c'est un peu une petite perle dans ce concert, une œuvre que souvent n'a pas beaucoup donnée. Si je me souviens bien, avant la guerre, il avait donné à Paris l'ouverture d'Orient. Et c'est vrai qu'on a relation toujours Furtwängler avec les Freischütz, donc dont on a six ou sept versions pendant toute sa carrière, on peut dire. Riant, on revient un peu, c'est vraiment à la toute fin de sa vie qu'on a des captations. Comme je dis tout à l'heure, il y en a que trois. Et ce Et, que j'aime bien dans cette version-là, bon, déjà, c'est une ouverture qui commence sous les chapeaux de roue. Si on peut dire, on est très loin d'Oberon et son corps romantique ou les côtés sombres du Freischütz. C'est quelque chose d'une vitalité. Et c'est presque c'est le top départ du concert. Et ce que j'aime beaucoup, peut-être, on ne sera pas d'accord, mais on trouve un Furtwängler très, comment dire, très coloriste. Il cherche beaucoup les couleurs de l'orchestre. Et un passage que je trouve complètement hors du temps, c'est les passages lents. C'est quelques mesures avec des solos dans les cordes. Et je me suis toujours demandé, est-ce que Richard Strauss a pensé à cette œuvre à ce moment-là quand il composait les Métamorphoses? Et c'est un moment magique où les cordes, c'est pour ainsi, c'est sans vibrato, il nous, il nous tient presque soulevés. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est un moment d'une magie unique. Et comment dire, et en plus, ces passages-là, dans ce qu'il fait Foudan, il nous fait presque oublier tout ce qui s'est passé avant avec ces mélodies tellement lyriques, tout ça. C'est presque un moment de vide dans les bons sens du mot. C'est pour ça, pour moi, c'est pour tous les Foudanglériens, cette ouverture, c'est presque une référence. Je l'ai connu, la première version que j'ai connue, c'était celle-là. Et dès le début, j'étais impacté par ces couleurs, les couleurs de l'orchestre. Et ça, c'est, je crois que j'espère que tous nos adhérents vont l'apprécier à sa juste mesure.
Oui, et j'allais dire, quelque part, on se dit que c'est pas un hasard si ce concert commence avec Orient, parce que, en tout cas, à mon sens, mais il est traversé, ce concert, d'une lumière de part en part. On parlait tu parlais du Furtwängler coloriste. Il y a de ça, il y a une grande lumière, c'est très lyrique, et commencer par Orient, d'une certaine manière, c'est effectivement aux antipodes de la noirceur de l'ouverture du Freischütz par Furtwängler, où Furtwängler, dans le Freischütz, ça n'est pas Keilbert, ça n'est pas Kleiber, ça vient Oui. du néant, la noirceur absolue presque dès les premières mesures. Effectivement, ça n'est pas un hasard, quelque part, on pourrait se dire. Et je viens cette fois-ci vers Stéphane. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous frappe particulièrement dans ce concert? Bon, bien sûr, Oriente, mais les variations Haydn, parce que je crois que c'est l'une des rares fois, et Dieu sait, c'est vrai, vous l'avez rappelé, on l'a deux, trois fois avec Vienne, on l'a plusieurs fois avec Berlin, avec Hambourg. La NDR. Comment? La NDR Et aussi. oui, magnifique. Mais jamais il n'a autant individualisé chaque variation. C'est à cause peut-être justement des détails d'orchestre. On a des petits mots. Souvent, il le fait d'un seul jet. C'est magnifique, mais je veux dire très homogène. Et là, on a l'impression qu'il faut autre chose. On a des petits mondes, on a des petits univers qui se succèdent, très variés, justement, ce qu'elle veut dire pour une variation, très variés, avec peut-être à cause aussi de ces détails d'orchestration qu'on entend mieux. Les bois très présents. On a des contrepoints que j'ai redécouverts avec sa interprétation. Je me dis, tiens, mais je ne savais pas, il y avait le basson à ce moment-là, et oui, il y a le basson qui dessine quelque chose derrière, le chant d'autres instruments, voilà, et ainsi de suite. Donc on a quelque chose d'extrêmement, beaucoup plus varié que d'habitude, avec des mondes bien individualisés. Et d'ailleurs, il prend son temps, plus son temps entre les variations. Je pense aux variations rapides qui débutent par le corps, je ne sais plus quel est le numéro de la variation. Bah, c'est très curieux, il prend vraiment son temps avant. D'habitude, il ne le fait pas. Parce qu'il impose vraiment un univers très particulier. Donc, voilà la raison pour laquelle j'aime bien ces variations Haydn. Il les fait toujours très bien, toujours. Mais là, différemment et particulièrement. Ce concert, il est aussi singularisé par deux éléments qui, d'une certaine manière, s'entrechoquent. D'une part, on a une magnifique prise de son, on y est déjà revenu, peut-être la plus belle de Furtwängler, j'en sais rien. En tout cas, c'est parmi les plus belles En captations de public, oui. Furtwängler. En public, En c'est vrai. public, en tout cas, Oui. est-ce qu'on a fait mieux? C'est une bonne question. Et donc, ça n'est pas courant. Et puis, d'autre part, on a cette acoustique du Palais Garnier qui est quand même assez sèche. Peut-être même plus sèche que celle du Théâtre des Champs-Élysées, qui déjà elle-même ne résonne pas beaucoup. Et cette acoustique qui donne à la souplesse de la direction de Furtwängler un son résolument différent. Comment donc ces deux variables, elles rejaillissent sur l'interprétation que donne Furtwängler de ses œuvres? Ah, moi je crois que, il savait, en plus, il savait qu'en France, il y a une chose peut-être différente de l'Allemagne, ou tout, je sais pas, c'est que les Français sont très attachés quand même à une certaine perfection d'exécution. Ils n'aiment pas trop que ce soit le bazar, que ce soit savonné, excusez-moi l'expression, hein, comme on dit en musique, voilà. Donc, et Furtwängler, quand même, est très attaché tout au long à vraiment à faire jouer son orchestre de façon impeccable. C'est vrai qu'avec des petites pétouilles, hein, ça arrive, ça peut arriver. Surtout avec Furtwängler, la façon dont il le dirigeait, avec le cri de la 11e heure, parfois l'orchestre est un peu bousculé, est obligé d'être aux aguets. Mais quand même, il y a une perfection d'exécution qui n'empêche pas du tout le lyrisme, qui n'empêche pas la beauté notamment la beauté du son. Parce on a, grâce à cette son, grâce aussi à l'acoustique de l'opéra, on a donc quand même une beauté de son qu'on n'a pas toujours dans les autres enregistrements, dans les autres captations et même dans les autres interprétations. Là, on a vraiment, c'est très goûtu, du point de vue de l'orchestre, quoi, hein. On prend plaisir, on a un plaisir auditif qu'on n'a pas toujours.
côté du concert en lui-même, de la captation live du concert, la SVF propose également les fameux entretiens sur des entretiens donnés par le chef en français à la radio en 1953 au micro de Fred Goldbeck. En quoi ces entretiens, ils permettent de cerner ce qui fait le génie de Furtwängler? Alors, je crois qu'il faut replacer un petit peu les choses. Au printemps 1953 paraissent les entretiens sur la musique. Gespräche über Musik, traduit par Monsieur Prodhomme et Fred Goldbeck. Fred Goldbeck, il connaissait Furtwängler depuis avant-guerre, qui était un Oui, fidèle. qu'il avait interviewé plusieurs fois, qui Tout à écrivait des fait. Il critiques avait de écrit des concert. articles, bon, il avait suivi aussi son enseignement, même de la direction. Mhm. Et Goldbeck a trouvé intéressant de donner un prolongement à la radio en disant, mais on va en parler avec Furtwängler, s'entretenir. Donc, ça va faire des entretiens sur des entretiens. Oui. Voilà. Et pour ça, il va préparer la chose. On a les lettres, n'est-ce pas? Ça va être très préparé. Pourquoi? D'abord parce que Furtwängler parlait un français un peu approximatif. Et Furtwängler a dit à Goldbeck, moi je veux bien passer à la radio, il comprend français, mais il faut préparer, parce que je pourrais pas sinon. Et les choses ont été enregistrées en deux fois, ça s'entend. C'est-à-dire que Goldbeck, et puis Monsieur Jean Toscane qui lit les extraits du bouquin de Furtwängler en français, ça s'était fait en studio. Par contre, Furtwängler, on entend les mobylettes, ça a été fait à un endroit, sans doute à l'opéra. Sans doute à l'opéra, je pense pas à son hôtel, mais à l'opéra. Et donc, mais ça a été très préparé. Bien sûr, Furtwängler a lit visiblement un texte qui a été préparé. Mais pourquoi c'est important? Parce que très souvent, les interviews de Furtwängler, il parle ou de sa carrière ou de la musique un peu en général. Voilà, il y a un peu des banalités. Et là, pas du tout. Si on écoute bien, parce qu'il faut le relire et bien le réécouter, il y a beaucoup de choses en trois parties, trois entretiens. Le premier sur notamment la musique en général et la musique française, et le rapport entre les musiques entre guillemets nationales. Le second, c'est sur vraiment ce qu'on peut appeler l'interprétation. Au fond, qu'est-ce qu'on attend d'un musicien et d'un chef d'orchestre? Et la troisième, alors là, c'est encore plus intéressant, c'est quid de la musique contemporaine. Voilà. Devant quel dilemme on se trouve avec la musique d'aujourd'hui, enfin à l'époque, et notamment le dodécaphonisme. Et ça va assez loin, parce que les écrits de Furtwängler et ce qu'il dit à cette occasion-là, je crois que ça médité. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est pas simplement oh la musique d'aujourd'hui ça vaut rien, on a tout perdu, c'est fini, enfin, etc. Non, absolument pas. Mais Furtwängler met bien les choses à plat, s'en explique, et je trouve que c'est important parce que ça incite à réfléchir. C'est un prolongement conscient d'un au fond, cet homme-là, quand même, il dirige, mais aussi il y pense à ce qui se passe aujourd'hui en musique. Il n'est pas étranger au débat sur la musique d'aujourd'hui. Je vais me mettre sur ce chapitre sur la musique contemporaine de son temps. On peut dire. Mais il faut savoir, par exemple, Contrairement à l'idée répandue, on nous disait toujours que Furtwängler était toujours un homme du 19e, mais il ne faut pas oublier qu'il a joué les œuvres de son temps. C'est lui qui a créé les variations pour l'orchestre de Schönberg. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait la première berlinoise du Sacre du Printemps. Il a dirigé Honegger, donc Bartok aussi. Bartók aussi. Donc, c'est, c'est- c'est- il y a cette image du Furtwängler réactionnaire, entre guillemets. Mais au contraire, je trouve qu'il sentait le besoin disons, d'aller vers la musique de son temps, tout en restant un homme, je peux dire, du 19e. Mais je trouve que ce que tu disais, Stéphane, est intéressant parce qu'on voit un chef d'orchestre, on peut dire, du 19e siècle, du point de vue mental, dans beaucoup de choses, mais qui s'est dit, je ne peux pas ignorer ce qui existe. Non, ça plaît pas, oui. mais on ne peut pas passer à côté en tant qu'interprète. Surtout, ce qui a brouillé les cartes, c'est que c'est sa propre musique, au fond, ce qui a brouillé les cartes. Parce qu'à la différence, par exemple, d'un Schnabel, qui écrivait des choses extrêmement modernes, beaucoup plus modernes que son jeu laissait supposer quand il faisait du Schubert, autant Beethoven a brouillé les cartes parce que, évidemment, sa musique à lui, on ne peut pas dire qu'elle soit non seulement révolutionnaire, mais même de son temps. C'est une musique, disons-le, passéiste. Mais Furtwängler, c'est vrai, s'intéressait à la musique de son. Et je signale notamment une chose qui n'est pas connue, c'est que dans une lettre à Fred Goldbeck, il lui dit, mais alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut attendre de Messiaen?
Donc il connaissait, il s'intéressait à Olivier Messiaen. Donc c'est quand même. Et on a une autre lettre où il parle de Henze. Donc il s'intéressait aussi à littéralement qui était Monsieur Henze. Donc voilà. Alors il ne le jouait peut-être pas, mais il n'était pas éloigné, il ne fermait pas sa porte. Et il était un homme de son temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu as raison de le signaler. Et juste qu'il ne faut pas oublier qu'il y a en défendant Indemit, Furtwängler a pris des grands risques quand même à l'époque, hein. Il a eu ces fameuses querelles. Il a quand même défendu Indemit contre de tous les adversaires qui ne manquaient pas Nazisme, oui. d'être là, hein. Bien sûr, cette nouvelle édition du Concert de Paris a nécessité tout un travail de restauration à partir des bandes originales fournies par l'INA. En quoi a précisément consisté la restauration à partir d'une source qui paraissait pourtant déjà si excellente lorsqu'on écoute les précédentes parutions de la SVF de ce concert? Au fond, qu'est-ce qui a changé maintenant? Alors, c'est vrai que c'est la troisième fois que nous nous penchons sur ce concert. Il y avait eu, je ne sais plus, il y a 25 ou 30 ans, je ne sais plus, le compact disque. Puis il y a une douzaine d'années, je ne sais plus exactement, le SACD. Mais le SACD, il brille, donc on peut l'écouter comme un CD. Mais en tant qu'SACD, bah, il faut avoir le matériel, ce qui n'est pas si courant en France. Donc en fait, maintenant que nous sommes passés à la haute définition, que nous proposons des produits en téléchargement, il était évident qu'il fallait reprendre cela. Et pour ce faire, bah, on a redemandé à l'INA les fichiers son à la fois du concert et les entretiens. Alors, ceci étant, c'est là où c'est assez extraordinaire, c'est qu'il y a quand même une nouveauté. C'est que pour les entretiens, on a reçu les fichiers, et je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas la même durée. Et oui, parce qu'en fait, je- c'est peut-être une erreur, mais tant mieux, cette erreur me profite. Le deuxième entretien, il s'agit certainement de bandes réalisées à l'occasion d'une rediffusion. Et donc, on a des ajouts. Le deuxième entretien est prolongé par un extrait de la cinquième, mais surtout, il y a un préambule au troisième entretien sur sa musique contemporaine, un petit préambule de Goldbeck, et il dit, voilà, on avait enregistré ça il y a 8 ans, mais aujourd'hui, je voudrais vous dire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je ne veux pas vous le dire, il faut que vous écoutiez. Je refuse de dévoiler ça. Ça dure 1 ou 2 minutes, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour écouter ce troisième entretien. Alors maintenant, le travail non pas sur les entretiens, parce que là, c'est du parler, donc il n'y a pas de problème, mais en ce qui concerne le concert, la bande, les fichiers étaient excellents. Sauf que on était avec un orchestre de Berlin jouant au La 450. C'est quand même très haut. Donc, évidemment, on a repris le pitch de l'orchestre qui est normalement à 440, si vous voulez. Mais du coup, le son, bien sûr, a tassé.
hein, c'est normal, le son a tassé. Et donc, il a fallu revoir le son pour éclaircir, parce que sinon, c'était vraiment le premier jet que nous a fourni Christophe Hénaud, notre ingénieur du son. Oh, c'était un peu empâté, un peu gris, disons-le, un peu triste, un peu gris, un peu empâté. Alors, on l'a redonner du peps à l'orchestre, on lui a donné de la vigueur, de la lumière, et sans ajouter de réverbération. Donc, on est resté sur l'acoustique d'opéra, mais avec une dimension, une lumière qu'on n'avait plus. Voilà le travail qui a été essentiellement fait par Christophe. Moi, je pense que nos adhérents seraient bien inspirés d'écouter notre disque d'avant et la nouvelle mouture. Là, on va se rendre compte du travail qui a été fait par Christophe Hénaud pour rendre justice à cette prise de son. Et c'est les jours et la nuit presque, hein, parce que là, ce que nous allons proposer, c'est, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin du point de vue de qualité. Je suis C'est sûr que oui. aéré, c'est souple, disons que c'est vraiment un travail magnifique qui a été fait. Ce n'est pas la troisième édition du même concert qu'on avait déjà fait, hein. Maintenant, on parle de quelque chose de complètement de nouveau. Oui, on est très proche de, par exemple, de la 9e de Beethoven de Lucerne. Enfin, en fait, c'est dans le son du concert. Si on fait écouter à quelqu'un qui ne connaît pas, et n'était la stéréo qui est absente, bien sûr, on est en monophonie, ça aurait pu être enregistré l'année dernière, hein, du point de vue qualité. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement d'une clarté, incroyable, on entend absolument tout. Donc, oui, il faut, je crois, inviter tous nos adhérents à écouter ce concert. On est là sur quelque chose quand même d'unique et de très rare. Oui. Merci infiniment à tous les deux pour votre participation. Ce concert du 4 mai 1954, ainsi que les entretiens sur les entretiens, les fameux, seront disponibles le 12 septembre sur la boutique pour les adhérents au tarif de 18 euros. Une nouvelle fois, nous vous remercions infiniment pour tout votre soutien à la chaîne et pour vos retours réguliers. Et sur cette dernière note, nous vous disons à bientôt.